Audiolib présente Prenez la parole en public, la méthode pratique audio en 1 heure de Julien Combet. Texte lu et exercice guidé par l'auteur. Introduction. Les occasions de prendre la parole en public sont nombreuses. Dans votre vie privée et amicale, il peut vous arriver d'avoir à prononcer un discours pour un mariage, un anniversaire important, voire même un enterrement. Votre implication dans la vie sociale vous amène à intervenir dans des réunions de locataires ou de copropriétaires, au cours d'un conseil de parents d'élèves, devant les membres d'une association sportive ou culturelle dont vous êtes membre. De même, la vie professionnelle moderne s'accompagne de réunions de service, de présentations devant des clients, d'interventions dans le cadre de congrès, au cours desquels vous devez vous montrer efficace et convaincant. Parler devant un public, qu'il se limite à quelques personnes ou qu'il se compose de plusieurs dizaines d'auditeurs, est un exercice difficile et intimidant. Quel que soit le sujet que vous abordez et la connaissance que vous en avez, vous subissez un certain nombre de pressions. Le fait d'être l'objet de tous les regards et de l'attention générale, la peur de ne pas être à la hauteur du but que vous vous êtes fixé, le désir de ne pas ennuyer votre auditoire, la crainte d'oublier vos arguments. Ces pressions sont génératrices d'un niveau plus ou moins élevé d'angoisse, de stress, qui peuvent perturber votre intervention. La bouche s'assèche, le ventre se noue, les battements du cœur s'accélèrent, on se met à parler trop vite, on s'agite ou on se replie sur soi, on perd le fil de son propos. Ce livre audio est une méthode pratique qui vous permettra d'éviter ces écueils. À chaque chapitre, vous trouverez des conseils théoriques suivis d'exercices ludiques pour les mettre en œuvre. La répétition des exercices vous permettra d'acquérir des automatismes. Selon les thèmes et les exercices, vous pourrez vous entraîner chez vous, dans votre voiture, dans les transports en commun, les espaces publics ou encore sur votre lieu de travail. J'ai organisé cette méthode autour de 4 axes qui réunissent l'ensemble des problématiques mises en jeu lors d'une prise de parole en public. La première partie est consacrée à la respiration, que j'ai appelée la respiration moteur. Elle est au cœur d'une bonne pratique de l'expression orale par sa faculté à éliminer les tensions et à faire circuler l'énergie. Elle est également le support principal de la qualité et de la présence de la voix. La deuxième partie, intitulée « Le corps argumenteur », s'attache à vous faire prendre conscience des ressources que sont la posture, le regard, les gestes et le sourire. La troisième partie, grâce au travail sur l'articulation, sur le débit, le rythme et la manière de soutenir ses intentions, vous conduira sur le chemin de ce que je nomme une diction experte. Enfin, la quatrième et dernière partie, le langage gagnant, vous montrera que la synthèse des idées, le choix des mots, la clarté de l'expression et la répétition des arguments sont les vecteurs d'un discours efficace. Grâce à ce livre audio, et grâce aux techniques que vous aurez apprises et répétées, vous allez gagner en aisance et en persuasion. Cet outil d'entraînement, vers lequel vous pourrez revenir à tout moment, vous permettra de dominer vos appréhensions, votre trac, de maîtriser votre appareil vocal, d'améliorer votre élocution et de bien gérer vos arguments. Loin de vouloir formater votre manière de vous exprimer devant un auditoire, je souhaite au contraire que vous utilisiez cette méthode en l'adaptant à vos moyens, vos particularités, votre singularité. Vous construirez ainsi un instrument unique et, j'en suis certain, virtuose. Avant de vous lancer dans le travail concret, je vous conseille de pratiquer les exercices parlés sans écouteurs. Pour agir et corriger votre voix et votre expression, votre oreille doit être en mesure d'entendre ce que vous émettez comme son.
Songez à ces gens qui chantent en écoutant leur lecteur avec des écouteurs. Ils chantent faux comme des casseroles. Pour des raisons techniques, les exercices liés à chaque chapitre seront enchaînés sur la même plage. À tout moment, mettez votre lecteur sur pause pour prendre le temps de bien intégrer les conseils ou de refaire un exercice. Enfin, dans un souci de sécurité, si vous écoutez ce livre audio en voiture, ne pratiquez que les exercices sans danger pour votre conduite. Première partie. La respiration moteur. Le contrôle de la respiration est la clé de voûte d'une prise de parole réussie. Comme nous l'observerons tout au long du travail que nous allons mener ensemble, elle intervient à chaque stade de l'expression orale. Elle est à la fois le combustible et le moteur de votre présence vivante devant les autres. Respirer permet d'oxygéner les muscles, les organes et le cerveau. Très souvent, lors d'une intervention devant un public, le trac et la nervosité entravent la respiration, la coupent ou diminuent son amplitude. Surviennent alors des tensions, des phénomènes de blocage, tant au niveau physique qu'au niveau intellectuel. En travaillant sur sa respiration, on peut parvenir à vaincre ces manifestations gênantes. Le contrôle de votre respiration va vous aider à éprouver une tranquillité, un calme, qui favoriseront l'épanouissement et la circulation de votre énergie, ceci aussi bien à l'intérieur de votre corps que vers l'extérieur. Par son action sur les cordes vocales, le souffle permet la naissance du son. Le travail sur la respiration va vous guider vers une meilleure maîtrise de votre voix, vous aidant à la placer au mieux, à la ménager et à l'imposer. Trouver sa respiration, c'est trouver la respiration de son corps, de sa voix, la respiration de sa présence. On dit souvent de quelqu'un qu'il respire la tranquillité, le bonheur, l'autorité. Alimenté par une respiration sereine, votre corps, votre voix et votre message vont à leur tour alimenter votre présence face au groupe. Chapitre 1. Apprivoiser sa respiration. On peut différencier plusieurs types de respiration. La respiration claviculaire qui fait remonter les épaules, la respiration thoracique qui fait s'ouvrir les côtes, et la respiration abdominale provoquée par l'abaissement du diaphragme et le gonflement du ventre. C'est ce dernier type de respiration, recommandé pour l'expression orale, le théâtre et le chant, qui va nous intéresser. Pourquoi? Dans cette respiration, le diaphragme joue un rôle fondamental. C'est un muscle en forme de coupole qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Son fonctionnement est de type réflexe. C'est pour cela que l'on continue à respirer en dormant. En s'abaissant, il comprime les viscères et libère un espace qui permet aux poumons de se remplir d'air. En remontant, il provoque l'expiration du souffle. Notre cerveau n'a pas la capacité d'agir directement sur son fonctionnement. En revanche, nous pouvons contrôler sa mobilisation en utilisant les muscles de notre abdomen. Grâce à ce contrôle, vous pouvez décider de l'importance et de la vitesse de votre inspiration. Vous pouvez gérer le débit et la puissance de votre expiration. Cette maîtrise vous sera très utile pour le travail sur la voix que nous aborderons dans les chapitres suivants. D'autre part, les mouvements du diaphragme ont une action massante bénéfique sur le plexus solaire, cet espace situé entre le sternum et le nombril où se cristallisent toutes les tensions. C'est pourquoi la respiration abdominale va vous aider à évacuer le stress et le trac. Vous pouvez pratiquer les exercices qui vont suivre en voiture. Il vous suffit de trouver une position confortable, sans contraction musculaire. Dans les transports en commun ou bien dans une salle d'attente, pratiquez les exercices muets de contrôle du souffle que je vous propose. Premier exercice. Chez vous. Écartez les pieds de la largeur du bassin.
Relaxez les genoux, fléchissez-les légèrement. Imaginez un fil qui tire le haut de votre tête. Vos épaules et votre thorax sont ouverts et décontractés. Sentez vos pieds bien ancrés dans le sol, du talon jusqu'au coussinet. Sentez la connexion entre votre bassin et vos pieds. Placez maintenant une main au niveau du nombril et l'autre dans le dos, au-dessus du sacrum. Respirez en sentant s'ouvrir votre ventre et votre dos. Pour cela, imaginez une bouée autour de votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Continuez cet exercice jusqu'à vous sentir à l'aise avec cette sensation. Deuxième exercice. Nous allons maintenant rechercher à contrôler l'inspiration et l'expiration. Le but est de maîtriser le débit du souffle à l'expiration. Pour cela, vous allez inspirer sur 2 temps, expirer sur 4, inspirer sur 3, expirer sur 6, et ainsi de suite. Faites-le avec moi. J'inspire. 1, 2, j'expire. 1, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veillez à ne pas relâcher trop d'air sur l'expiration. Imaginez une bougie devant votre bouche. À l'expiration, la flamme ne doit pas vaciller. Vous ne devez jamais être à bout de souffle. Économisez-le. Répétons ensemble cet exercice en plaçant maintenant vos mains au niveau du bas-ventre. Essayez de sentir la pression des muscles qui contrôlent le débit de l'expiration. Jouez avec cette sensation. Apprivoisez-la. J'inspire. 1, 2. J'expire. 1, 2, 3, 4. J'inspire. 1, 2, 3. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Renouvelez régulièrement la pratique de cet exercice chez vous, en voiture ou dans les transports en commun. Chapitre 2. Éliminer les tensions. La sensation de trac ou d'appréhension avant une prise de parole en public est un phénomène tout à fait normal. Au-delà de la timidité naturelle que l'on peut éprouver, il peut être lié à diverses peurs, celle d'être jugé sur son apparence, sur la couleur de sa voix, sur la qualité du message exposé, peur d'ennuyer son auditoire ou de ne pas gagner son adhésion. Dans un contexte différent, mais comparable, les comédiens ou chanteurs les plus expérimentés en font quotidiennement l'expérience. Se placer au centre de l'attention des autres implique logiquement un phénomène de stress qui peut se traduire par une augmentation du rythme cardiaque, une voix mal assurée, tremblante, une sudation exagérée des mains ou du visage, une sécheresse buccale, une sensation de boule dans le ventre.
Ces manifestations de peur augmentent la nervosité générale et les réactions de tension musculaire qui peuvent alors détourner votre concentration de l'objet de votre intervention. Les exercices respiratoires suivants vont vous aider à surmonter ces obstacles. Ces exercices peuvent se pratiquer aussi bien chez vous qu'en voiture ou dans des lieux publics. Premier exercice. Reprenant le principe de respiration régulière et contrôlée développé au chapitre précédent, imaginez que votre cerveau est un ballon de la couleur qui vous est la plus agréable. Sur l'inspiration, ce ballon se gonfle. Sur l'expiration, il se dégonfle lentement. Répétez plusieurs fois ce premier niveau de l'exercice. Une fois bien à l'aise dans ce rythme, sur l'inspiration, faites entrer en vous des images positives de l'intervention à venir. Communion avec l'auditoire, persuasion réussie, facilité du discours. Puis, sur l'expiration, expulsez en imagination les peurs qui pourraient vous paralyser. Trou de mémoire, bafouillage, public hostile ou inattentif, chat dans la gorge. Deuxième exercice. Assis ou debout, sur l'inspiration, contractez très fortement une partie du corps, l'avant-bras, la main, le mollet, le visage. En voiture ou dans un lieu public, poussez par exemple très intensément le talon dans le sol et concentrez dans cette crispation toutes vos appréhensions. Puis relâchez brusquement cette partie du corps en expirant profondément. Renouvelez l'expérience plusieurs fois. Vous constaterez immédiatement une décontraction de votre corps et un apaisement de votre nervosité. Chapitre 3. Qualité et présence de la voix. Comme vous le savez peut-être, les cordes vocales sont deux membranes muqueuses souples situées dans le larynx, juste au-dessus de la trachée artère. C'est leur vibration, provoquée par la pression de l'air envoyé par les poumons, qui produit les divers sons que nous émettons. Pour prendre une image, c'est à peu de choses près le phénomène qui se produit lorsque l'on gonfle un ballon de baudruche et qu'on laisse échapper l'air en tirant plus ou moins sur l'ouverture. Selon la tension, le son sera plus ou moins grave ou aigu. La régulation du souffle est primordiale pour se sentir à l'aise, car utiliser trop d'air ou pas assez va fatiguer les cordes vocales. Le son se propage ensuite dans ce que l'on appelle les résonateurs, qui sont des cavités réparties dans divers endroits de la tête, comme le pharynx, la bouche et les cavités nasales. Ce sont eux qui vont permettre au son émis par les cordes vocales d'être amplifiés pour résonner à l'extérieur du corps. C'est un juste équilibre dans le rapport entre le souffle, les cordes vocales et les résonateurs qui va vous permettre de trouver le confort dans l'utilisation de votre voix en évitant fatigue, irritation ou tension inutile. Une voix mal placée peut provoquer enrouement et maux de gorge et troubler l'image que vous donnez, car un mauvais placement de la voix va fatiguer non seulement votre appareil vocal, mais aussi vos auditeurs, qui vont sentir un malaise. Une voix mal placée affaiblira vos arguments, quelque pertinents qu'ils soient. Comme vos traits, votre voix est singulière, unique. Elle traduit votre personnalité et votre état d'esprit. Elle vous représente. Il est donc primordial d'en trouver l'harmonie et l'authenticité. Premier exercice. Pour bien prendre conscience du lieu exact de l'émission de votre voix, appliquez l'une de vos mains au niveau de la gorge et bâillez largement. Ah. Ah. Ah.
vous allez sentir une vibration à l'endroit exact où le son se forme. Allez-y, bâillez plusieurs fois, laissez-vous aller à cette sensation. Prenez plaisir à reconnaître l'endroit où naît le son. Je le fais avec vous. Ah. 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 Attention, pensez toujours à la respiration abdominale que nous avons travaillée au chapitre précédent. Deuxième exercice. Entraînez-vous maintenant avec des syllabes qui commencent par une consonne favorisant une émission du son naturel et sans tension. Commençons par la syllabe « ia » que vous allez prononcer en accentuant le « y ». Le son « i » de départ va amener votre voix jusqu'à vos résonateurs, bouche et sinus, et vous allez ensuite introduire le « a » qui viendra se placer au même endroit. Essayez ensuite avec toutes les voyelles de l'alphabet. Ia, ié, i, io, iu. C'est à vous. Continuez cet exercice avec la consonne M. Ma, mé, mi, mo, mu. C'est à vous. Vous pouvez ensuite vous entraîner avec toutes les consonnes en veillant à contrôler votre souffle. N'hésitez pas à garder une main vigilante sur votre abdomen et à ne pas créer de tension au niveau de vos cordes vocales et de votre larynx. Régulièrement, contrôlez la détente de vos épaules et de votre cou. Chapitre 4. Maîtrisez les différents niveaux sonores selon les auditoires et les lieux. Selon que vous serez en petit comité ou devant un auditoire plus important, il vous appartiendra d'adapter le volume de votre voix. Votre public ne doit pas tendre l'oreille pour vous comprendre. C'est à vous de vous faire entendre. Trop souvent, pour parler plus fort, on a tendance à forcer sur ses cordes vocales, à dépenser trop de souffle, bref, à s'épuiser. Notre instrument vocal est bien fait. Il va s'adapter naturellement à l'espace au sein duquel il doit s'épanouir. Si vous vous trouvez dans une pièce de taille modeste, face à quelques interlocuteurs, vous n'éprouverez pas le besoin de hausser le ton pour augmenter votre pouvoir de persuasion. Ce serait d'ailleurs une erreur. Votre auditoire se sentirait agressé. En revanche, si vous devez vous exprimer dans une salle de réunion plus grande, votre cerveau va inciter votre corps à prendre la mesure du lieu et automatiquement vous obliger à développer de plus grands moyens vocaux, à donner plus. Au moment de prendre la parole, imaginez que votre voix doit atteindre la personne la plus éloignée de vous, celle-là, là-bas, tout près de la porte de sortie. Elle a le droit de recevoir votre message aussi clairement que ceux qui sont assis au premier rang. Encore une fois, ce n'est pas en forçant sur vos cordes vocales que vous obtiendrez ce résultat. C'est la pression de votre souffle, et donc le contrôle que vous en aurez, conjugué au bon positionnement du son dans vos résonateurs, qui va vous permettre d'augmenter votre volume sonore. Premier exercice. En voiture. Choisissez une phrase d'introduction du type « Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ». Commencez par l'adresser à un passager imaginaire assis à côté de vous. Essayez maintenant.
Adressez ensuite la même phrase à un passager assis à l'arrière de votre voiture. C'est à vous. Observez la manière dont vous avez géré ce changement avec votre respiration abdominale et vos résonateurs. Maintenant, communiquez ce message au conducteur de la voiture qui vous précède. Attention, sans crier. C'est à vous. Observez à nouveau la manière dont vous avez impliqué vos muscles abdominaux et vos résonateurs. Vous pouvez à loisir continuer cet exercice en vous adressant à des voitures de plus en plus lointaines. Si cela vous est possible, sans mettre en danger votre conduite, profitez pour cela des feux rouges et des embouteillages, posez une main sous votre nombril pour bien prendre conscience de la différence de l'engagement de vos muscles abdominaux dans le contrôle de votre souffle aux différents stades de cet exercice. Encore une fois, vérifiez régulièrement la décontraction de vos épaules et de votre cou. Deuxième exercice. Chez vous. Reprenez la phrase « Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ». Adressez-la à une personne imaginaire située face à vous. Placez une main sous votre nombril pour apprécier l'engagement de vos muscles abdominaux dans le contrôle de votre souffle. Parlez naturellement et clairement. Allez-y. Déplacez cette personne imaginaire à quelques mètres de vous. Adressez-lui la même phrase. C'est à vous. Observez les modifications dans votre manière de respirer et de faire résonner les mots. La personne est maintenant dans la pièce d'à côté. Communiquez-lui le message sans crier. C'est à vous. Que constatez-vous comme différence? Prenez conscience de ce que vous avez mis en œuvre pour être entendu. Dernier stade, votre interlocuteur fictif est maintenant à l'extrémité de votre appartement. Mais vous tenez absolument à lui faire entendre cette phrase, bien sûr, sans crier. C'est à vous. À nouveau, notez vos sensations. Tout au long de ces exercices, n'oubliez pas de vérifier la décontraction de vos épaules et de votre cou. N'ayez jamais de sensation de fatigue au niveau du larynx. Si c'est le cas, réécoutez les plages de ce livre audio consacré à la respiration et à la voix. Chapitre 5. Explorez la palette des couleurs de sa voix pour animer son discours. Maintenant que vous commencez à pouvoir jongler avec les différentes composantes de votre instrument vocal, le souffle, l'émission et la projection du son, nous allons aborder un dernier point très important, qui est la possibilité de donner des couleurs différentes à votre voix et de jouer avec pour éviter la monotonie dans votre discours et créer une variété d'intonations qui rendra votre message plus vivant et donc plus persuasif ou émouvant. Vous l'avez certainement déjà constaté, un discours prononcé d'une voix monotone et monochrome entraîne infailliblement l'ennui des auditeurs et la dispersion de leur attention. Quels que soient les motifs de votre prise de parole, un événement privé ou une réunion de travail, vous avez une histoire à raconter, qu'il s'agit de mettre en valeur et de rendre vivante. Or, la vie, c'est la diversité, l'animation. Dans une histoire, il y a du suspense, des questions, des surprises, des ruptures d'ambiance,
que le son de votre voix va pouvoir restituer. Aussi, nous allons explorer ensemble la palette des couleurs que peut prendre votre voix. Vous allez vite constater que vous avez à votre disposition une gamme très étendue de sonorités différentes avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Essayez cet exercice. Choisissez une phrase, mettons « Je suis heureux de vous voir réunis ici aujourd'hui » ou tout autre. Vous allez maintenant vous amuser à la prononcer avec des humeurs différentes. Par exemple, sur le ton du secret. « Je suis heureux de vous voir réunis ici aujourd'hui » Sur le ton de la colère. « Je suis heureux de vous voir réunis ici aujourd'hui » Comme un tout petit garçon. « Je suis heureux de vous voir réunis ici aujourd'hui » Vous constatez qu'en fonction du ton que j'ai voulu donner à la phrase, ma voix s'est placée de manière différente, que j'ai joué avec les aigus ou les graves, avec le souffle, avec l'intensité, que j'ai placé ma voix plus ou moins dans le nez ou dans la gorge, que mes cordes vocales se sont plus ou moins tendues. Je vais maintenant vous donner une série d'indications d'humeur et ce sera à vous de les traduire par la couleur de votre voix. Attention, avant de commencer, pensez toujours au contrôle de votre souffle et à ne pas fatiguer votre organe vocal en vous crispant. Allons-y. Vous rêvez. Vous êtes étonné. Vous souriez. Vous êtes un homme politique dans un immense meeting. Vous êtes embarrassé. Vous êtes au bord du fou rire. Vous êtes une personne très âgée. Vous êtes en colère. Vous confiez un secret. Vous mourrez de fatigue. Vous tremblez de peur. Deuxième partie, le corps argumenteur. Le corps de celui qui parle devant un public est aussi émetteur de messages. Votre auditoire reçoit ce que dégage votre présence, votre manière de vous tenir devant lui, l'usage que vous faites de vos gestes, de votre visage, de votre regard. Que vous interveniez assis ou debout, l'ensemble de ces renseignements délivrés en dehors du discours lui-même compose ce que l'on appelle le langage corporel ou la communication non verbale. Vous avez certainement déjà observé dans votre vie professionnelle ou privée, à l'occasion de réunions de travail ou de famille, mais aussi à la télévision, lors d'émissions politiques ou de débats, que nombre d'intervenants polluent leur intervention par des attitudes ou des gestes parasites, qui détournent l'attention du sujet abordé et nous font douter de la solidité de leurs convictions. Des mains qui ne savent pas comment se placer, ou bien restent inertes, un corps qui se balance d'une jambe sur l'autre, un visage tendu qui ignore le sourire, un regard qui bouge sans cesse, ou alors reste fixé sur un point unique, des va-et-vient incessants qui finissent par donner le tournis au spectateur. Bref, les exemples sont nombreux de ces manifestations maladroites qui traduisent une émotion ou une énergie mal maîtrisée. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en évidence que, grâce au travail sur la posture, sur l'efficacité des regards, sur la pertinence des gestes et sur l'utilisation du sourire, votre force de conviction va gagner en intensité. Avant d'aborder les différents chapitres de cette deuxième partie,
je veux attirer votre attention sur un aspect qui peut paraître futile, mais qui a une extrême importance. Le choix de votre habillement. Pour vous sentir à l'aise, et pour que le public perçoive cette aisance, choisissez des vêtements confortables, dans lesquels vous vous plaisez, en harmonie avec votre humeur et avec l'impression que vous souhaitez donner. Prenez garde surtout aux vêtements trop serrés ou trop neufs qui pourraient gêner vos mouvements et votre respiration. Évitez les ceintures qui étouffent ou les cravates qui étranglent. Chapitre 1. La posture. Votre manière de vous tenir face à l'auditoire est un élément majeur de votre engagement. Une présence corporelle franche et solide symbolise votre enthousiasme et votre conviction. Vous affirmez implicitement que les idées que vous défendez sont claires et fortes. Que vous interveniez assis ou debout, votre corps est le soutien visuel principal de votre discours. Par sa présence active, dynamique et ouverte, il va vous aider à établir un contact franc et complice avec le public, à l'image d'un guide rassurant que l'on a plaisir à suivre. Comme pour la voix, le but recherché est d'éliminer toute tension qui trahirait un malaise ou une indécision, et surtout qui vous fatiguerait inutilement en provoquant des crispations musculaires désagréables et dommageables pour votre concentration. De plus, comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la respiration, c'est grâce à un corps libre et détendu que vous pourrez contrôler votre respiration et par conséquence votre trac et votre émission vocale. Le travail principal va être de trouver votre centre de gravité, ce socle de stabilité à partir duquel vous allez pouvoir communiquer votre énergie. Vous constaterez rapidement, notre organisme est bien conçu, qu'il correspond également au siège du contrôle de votre respiration. Premier exercice. Pour une intervention en position debout, nous allons rechercher ce centre de gravité, ce socle de stabilité à partir duquel vous allez affirmer votre présence. En premier lieu, écartez vos pieds de la largeur de votre bassin. Maintenant, fléchissez légèrement les genoux et vérifiez que votre bassin n'est pas trop cambré. Relâchez vos épaules et, sans exagérer, de manière naturelle, sentez votre buste ouvert, comme si vous offriez votre présence. Le sommet de votre tête est tiré par un fil qui vous grandit. Comme dans les exercices sur la respiration, placez une main sous le nombril et l'autre au-dessus du sacrum. Respirez. Sentez le contrôle abdominal de votre respiration. À présent, en pliant légèrement les jambes, descendez lentement le haut de votre corps vers le sol, sans forcer, sans tension. Si votre poids se place trop vers l'avant ou trop vers l'arrière, vous allez être déséquilibré. Cherchez la position dans laquelle, sans contraction musculaire, vous vous sentez bien en équilibre sur vos deux pieds. Prenez conscience de l'endroit de votre corps qui agit sur cette stabilisation. Vous venez de trouver votre centre de gravité. Maintenant, déportez votre bassin et votre buste vers la droite, puis vers la gauche, et sentez le déplacement de ce centre. Vous constatez que quand vous déplacez votre poids vers la gauche, c'est la jambe gauche qui assume tout le poids du corps et donc se fatigue. De même pour la jambe droite, si vous placez le poids de votre corps à droite. L'idéal, lorsque l'on adopte une position statique, est de toujours chercher à rester en équilibre sur ses deux jambes. Cela vous donnera plus d'aplomb dans tous les sens du terme et vous évitera fatigue et crampes. Faites quelques pas maintenant
en essayant de ne pas perdre le contact avec votre centre de gravité. Allez-y. Éprouvez la manière dont il vous ancre dans le sol. Ressentez la sécurité et la stabilité qu'il apporte à votre corps, à vos déplacements. Bien évidemment, il s'agit d'une prise de conscience, et vous n'allez pas intervenir en public dans cette position. Mais la répétition de cet entraînement va vous familiariser avec cette sensation, avec ce confort, et par la suite, sans que vous y pensiez, votre corps recherchera cette posture, cet ancrage. Deuxième exercice. Dans le cadre d'une intervention en position assise, une réunion de copropriété, de parents d'élèves, de travail, vous allez devoir trouver votre centre, votre socle, votre appui d'une autre façon. Prenez une chaise et installez-vous devant une table. Sentez vos cuisses bien posées sur le siège, dans la continuité du bassin. Les pieds sont placés en parallèle sur le sol. Prenez conscience de l'appui de vos talons et de vos doigts de pied. Pour vous assurer de la bonne tenue de votre bassin et de votre colonne vertébrale, laissez bien reposer vos fessiers sur les ischions, ces petits os dont vous sentez la pointe appuyée sur l'assise de la chaise. De même qu'en position debout, relâchez les épaules, ouvrez votre buste et ayez la sensation d'avoir le sommet de la tête tiré par un fil. Respirez. Sentez le contrôle abdominal de votre respiration. Amusez-vous maintenant à vous adresser à des personnes fictives en tournant votre buste d'un côté, puis de l'autre, en vous penchant légèrement vers l'avant, sans perdre cette sensation de stabilité. Chapitre 2. Le regard. Le regard est un des éléments principaux de ce qui constitue la présence. Vous imaginez bien que ce n'est pas en fixant vos pieds, vos notes, un point dans le vague, que vous allez captiver votre public et l'intéresser à votre histoire. Un dicton populaire dit que « les yeux sont le miroir de l'âme ». Dans l'éclat de vos yeux, dans l'expression qu'ils dégagent, on peut lire vos émotions. Détermination, tendresse, crainte, séduction, connivence, tristesse, gaieté, interrogation. Vos yeux sont un support supplémentaire de votre intervention. Regarder quelqu'un dans les yeux n'est pas un acte anodin. Vous touchez l'autre dans son intimité. C'est ce qui va vous permettre de l'impliquer dans le message que vous lui délivrez et de garder son attention. Profitez d'une respiration, d'un changement de rythme ou de thème pour vous adresser à des personnes différentes. En prenant le temps de multiplier vos axes visuels, vous signifiez que vous vous adressez à des individus et non à un groupe informel, que vous partagez votre intervention avec chacun. En même temps, vous donnez de l'ampleur à votre discours. Pensez aussi que le regard des autres, même s'il est souvent intimidant, peut vous aider. En début d'intervention, cherchez les regards bienveillants et appuyez-vous sur leur attention. Ce sera aussi un moyen de vous détendre et d'éliminer vos appréhensions. Essayez cet exercice. Choisissez un thème court que vous résumerez en quelques points. Une présentation de vous-même, la description d'un lieu que vous aimez, les avantages d'un appareil que vous possédez ou les plaisirs d'un hobby que vous pratiquez. Au besoin, résumez votre propos sur une feuille que vous pourrez consulter. Chez vous, disposez quelques sièges qui figurent des auditeurs fictifs. Présentez le thème que vous avez choisi en prenant soin de vous adresser à chacun des sièges qui vous font face
et en évitant de le faire de manière systématique, de gauche à droite et inversement, mais plutôt de manière aléatoire. Si besoin, prenez le temps de regarder votre feuille avant de passer à un spectateur différent. Ayez bien conscience des changements d'axe de votre regard. Prenez le temps de tourner la tête, le buste, vers votre prochain interlocuteur avant de reprendre la parole. Entraînez-vous régulièrement sur des sujets différents. Vous verrez que très vite, ce ne sera plus une contrainte, mais un automatisme. Chapitre 3. Les gestes et les déplacements. Utiliser des gestes quand on s'adresse à un public, se déplacer pour aller vers lui, c'est prendre quelque chose en soi et l'offrir aux autres. C'est donner de la chair à la passion, à l'enthousiasme et au désir de conviction qui vous anime. Grâce aux gestes, assis ou debout, vous allez enrichir et imager votre discours, le rendre plus vivant, appuyer vos idées, ponctuer vos arguments. Chacun a un langage gestuel différent et singulier selon sa personnalité et sa morphologie. Certains parlent beaucoup avec les mains, d'autres sont plus économes de leurs gestes. Il n'y a pas de meilleure ou moins bonne attitude. C'est à chacun de trouver le juste dosage qui correspond à sa personnalité et d'utiliser les gestes à bon escient. Il est important de prendre conscience de sa gestuelle personnelle, d'évaluer s'il y a un trop-plein ou des manques. En fonction de ce constat, vous pourrez l'enrichir et la contrôler. Posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous maître de vos gestes, ou se déclenchent-ils malgré vous? Avez-vous la sensation de trop vous agiter, de gesticuler? Avez-vous peur d'utiliser vos bras et vos mains? La timidité et le regard des autres vous paralysent-ils? Vous contentez-vous de petits gestes à peine visibles? Quelques notions de base peuvent vous servir de piste pour progresser. En premier lieu, repérez chez vous et chez les autres les gestes parasites qui troublent la bonne réception du message. Par exemple, triturer un objet, des lunettes ou un stylo, remettre en place une mèche de cheveux toutes les 5 secondes, réajuster fréquemment un vêtement, croiser et décroiser sans cesse les mains. En second lieu, évitez les gestes qui établissent une frontière entre vous et votre auditoire, les gestes barrières, tels les bras croisés, les mains dans les poches. Troisièmement, initiez vos gestes à partir de ce centre dont nous avons déjà beaucoup parlé, centre du contrôle respiratoire, centre de gravité. Cela leur donnera du poids et évitera la crispation. Enfin, pensez toujours à l'ouverture de votre buste et à la décontraction de vos épaules. Cela générera des gestes amples, hauts et visibles par tous. En ce qui concerne les déplacements, si vous intervenez debout, ils doivent être justifiés, servir votre propos à un moment précis et déterminant. Cela ne sert à rien d'arpenter sans fin l'espace, sinon à lasser le public. Utilisez-les avec modération, mais n'hésitez pas à vous diriger vers une partie du public, puis vers une autre. Établissez un contact avec l'ensemble de votre auditoire. Allez vers les autres, mais sans perdre votre stabilité et sans quitter vos interlocuteurs du regard. Prenez le temps d'avancer, puis de vous poser. Cela servira de respiration dans votre exposé et sera un signe de volonté de partage et de désir de proximité. Premier exercice. Procurez-vous un masque tout simple qui laisse votre bouche dégagée ou fabriquez-en un avec un carton souple et une ficelle. Replacez des sièges dans la pièce pour figurer des spectateurs fictifs. Remettez-vous en mémoire une des présentations que vous avez utilisées pour le travail sur le regard. Maintenant, reprenez cette présentation et essayez de trouver les gestes adéquats pour chaque point ou argument que vous développez. Cet exercice a pour but de vous faire constater, privé de vos expressions de visage, la nécessité de la précision de vos gestes. Il va vous permettre également
de prendre conscience de votre expressivité corporelle personnelle et des besoins que vous ressentez d'ajouter ça et là des marqueurs visuels pour soutenir votre langage. Deuxième exercice. Choisissez un texte assez court, pris dans un journal ou un roman que vous êtes en train de lire. Lisez-le une première fois à voix haute pour bien en saisir la structure et le sens. Essayez maintenant, sans parler, de le traduire en gestes. Attention, sans tomber dans le mime. Troisième exercice. Toujours devant vos spectateurs fictifs, reprenez votre présentation et entraînez-vous à vous déplacer des uns vers les autres. Attention, ne perdez pas votre auditoire du regard, ne perdez pas votre concentration, prenez votre temps, arrêtez-vous devant chacun, pensez à l'ancrage de votre corps dans le sol, à l'ouverture de votre buste et à la décontraction de vos épaules. Chapitre 4. Le sourire. Symbole d'ouverture et de bienveillance, le sourire est porteur de sens. C'est un outil qui va vous être très précieux. Avant de commencer à intervenir, en souriant, vous décidez de votre humeur, vous vous mettez en condition de réussite. D'entrée de jeu, il renseigne votre auditoire sur votre plaisir à vous trouver devant lui et sur votre état d'esprit au moment présent. Joie, bonne humeur, conviction, désir d'entrer en communication. Combiné à l'expression du regard, le sourire illumine votre visage et traduit votre désir d'une relation confiante et chaleureuse. Par empathie, il déteint sur votre auditoire et lui transmet une humeur positive. Il le place dans une bonne disposition pour vous écouter. Au cours de votre intervention, il vous permet de prendre une respiration. Votre sourire est une interrogation muette. Vous me comprenez bien? Vous êtes d'accord avec moi? Vous vous sentez toujours bien en ma compagnie? Souriez également en accueillant les questions de vos interlocuteurs. Ainsi, vous les mettez en valeur et témoignez de votre disponibilité. Comme dans le cas des gestes, l'usage du sourire est aussi fonction de votre personnalité. Il doit rester naturel, sincère, et ne pas être perçu comme une tactique de séduction ou une mécanique sans âme. Il s'agit de l'intégrer à votre discours sans en abuser. Premier exercice. Pour prendre pleinement conscience de l'acte de sourire, faites l'expérience suivante. Souriez naturellement et gardez ce sourire aux lèvres pendant 30 à 40 secondes. Allez-y. Je continue de parler pendant ce temps-là. Relevez les modifications sur votre visage. Sentez les muscles impliqués dans ce sourire et essayez de trouver la décontraction. Essayez de sentir si ce sourire entraîne une modification de votre état intérieur. Maintenant, prenez brusquement une expression triste. Observez la différence. Comment agissent vos muscles? Quelles sensations intérieures éprouvez-vous? Entraînez-vous régulièrement à sourire pendant une durée déterminée jusqu'à trouver le plaisir et le naturel dans cet exercice forcé. Deuxième exercice. Sur l'une des petites présentations dont nous nous sommes déjà servis pour d'autres exercices, efforcez-vous de trouver le juste dosage de sourire nécessaire. Surtout, pensez à sourire avant de commencer et à conclure en souriant. Profitez des temps pendant lesquels vous souriez pour respirer. Vous pouvez également pratiquer cet exercice en lisant un texte à haute voix. Troisième partie, la diction experte. Dans les deux premières parties de ce livre audio, vous avez construit votre instrument, travaillé la respiration, la voix et la présence corporelle. Nous allons maintenant aborder la musique
que cet instrument bien organisé va jouer et nous consacrer à la diction. Jusqu'à présent, vous avez travaillé pour que votre message parvienne à votre auditoire dans les meilleures conditions, pour que l'histoire que vous racontez atteigne son but avec une efficacité maximale. Les mots sont les transmetteurs de votre pensée, les véhicules de vos intentions. Les mots, assemblés en phrases, créent une chaîne articulée de maillons, porteurs chacun d'une signification. Que l'un d'eux passe à la trappe, et c'est tout votre message qui devient incompréhensible ou flou. Chaque maillon, chaque mot doit être parfaitement audible pour être compris. Il est donc primordial de les mettre en valeur, de leur donner clarté, force et précision. C'est en travaillant l'articulation, en perfectionnant votre élocution, que vous allez arriver à ce résultat. Pour être passionnante et mémorisable, les phrases qu'ils composent doivent être compréhensibles, hiérarchisées, vivantes. Pour parvenir à cela, nous allons nous pencher sur le rythme que vous allez leur impulser, sur leur débit que vous allez contrôler et sur la force des intentions qui vont les soutenir. La connaissance de ces techniques va vous permettre de captiver votre public, de l'entraîner là où vous désirez le conduire, de le convaincre. Chapitre 1. L'articulation. Le trac aidant, on peut être vite amené à avaler les mots, à les rendre imprécis, voire incompréhensibles. Les mots sont composés de syllabes, elles-mêmes composées de voyelles et de consonnes. Le son est émis grâce aux voyelles, puis organisé et structuré par les consonnes. Prenons un exemple. Quand je prononce « la nuit, tous les chats sont gris », ce que vous entendez est composé du son créé par l'émission des voyelles A, UI, OU, EH, A, ON, I, que l'on peut moduler en force et en couleur, et par l'intervention des consonnes au milieu de ces voyelles L, N, T, L, Ch, S, Gr. Vous vous rendez bien compte que sans les consonnes, notre langage serait une sorte de bouillie. C'est la mise en action combinée de la langue et des lèvres qui produit la consonne. Les types de consonnes les plus reconnaissables sont les labiales, produites avec les lèvres, comme le P, le B, le M, les dentales, la langue vient buter contre les dents, comme le D, le T, le N, le L, et les sifflantes. Les lèvres contraignent l'air expiré, comme le S, le C, le Z, le CH, le F. En vous entraînant à manier avec agilité et dextérité les consonnes, vous musclerez votre articulation et la rendrez claire et efficace. Sans oublier qu'une bonne articulation peut pallier à une voix faible grâce à la faculté de projection du son qu'ont les consonnes et à la vigueur qu'elles donnent aux mots. Avant toute prise de parole, je vous conseille de stimuler vos muscles de la diction, d'échauffer votre articulation, comme un sportif s'échauffe avant l'effort. Premier exercice. Voici un exercice pratiqué depuis des siècles par les acteurs, les chanteurs, les professionnels de l'expression orale, un exercice basique et simple, mais terriblement efficace pour muscler votre articulation. En voiture, chez vous, dans votre bureau, entraînez-vous à parler après avoir placé un crayon entre vos dents. Vous pouvez le faire en improvisant sur un sujet, en commentant une situation que vous avez sous les yeux ou en lisant un texte. En dépit de la gêne apportée par la présence du crayon, appliquez-vous à rendre votre parole intelligible en exagérant la prononciation des consonnes. Usez de cet exercice sans modération. Deuxième exercice. Amusons-nous maintenant avec les virelangues. Ces petites phrases amusantes, spécialement difficiles à articuler et à prononcer clairement. En voici quelques exemples, parmi les plus connus, qui permettent de travailler sur différents types de consonnes. Pour chacun, mémorisez-le, puis mettez votre lecteur sur pause. Commencez lentement, prenez le temps de vous le mettre en bouche,
puis répétez-le un certain nombre de fois en augmentant la vitesse à laquelle vous le prononcez. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Panier, piano. Panier, piano. Tonton, tonté, t'a-t-il ôté tatou? Un beau bras blanc, des beaux bras bruns. Chapitre 2. Le débit et le rythme. Trop souvent, la peur d'ennuyer ou d'être trop long dans nos explications nous pousse à accélérer notre discours, à parler trop vite. Bien au contraire, pour permettre à votre public de bien comprendre votre propos, il est fondamental de lui en laisser le temps. Dans ce but, vous devez contrôler le débit de votre parole. Si vous parlez trop vite, en quelques minutes, les gens vont décrocher, être noyés sous les informations et ne plus suivre votre argumentation. Ralentir le flux de votre parole vous fera gagner en impact. Pour parvenir à cela, prenez le temps de poser votre voix, de la laisser s'épanouir, de contrôler la vitesse à laquelle vous enchaînez les mots et les phrases, d'articuler avec netteté, de reprendre régulièrement votre souffle. Respirez et permettez à l'auditoire de respirer. Le stade suivant est d'insuffler de la vie à votre propos. Un discours prononcé à une vitesse acceptable sera ennuyeux s'il n'est pas animé par des changements de rythme, par des ponctuations, qu'il organise et hiérarchise les étapes de votre pensée, s'il n'est pas imagé par des couleurs différentes. Quel que soit le sujet de votre intervention, léger ou très sérieux, distrayant ou austère, vous racontez une histoire. Sans pour autant vous mettre à jouer la comédie, il n'y a rien de pire qu'un orateur qui se transforme en cabotin, entraînez-vous à varier les intonations en jouant avec les couleurs de votre voix, à ponctuer votre discours avec les regards, les gestes, les déplacements que nous avons travaillés dans un chapitre précédent, à mettre en valeur certains mots ou phrases en installant un silence avant ou après, et à détacher certains mots en les prononçant lentement et avec force. Mettez en scène votre propos. Ralentissez pour insister sur une idée. Accélérez légèrement quand vous insérez une incidente ou un fait plus anecdotique. Premier exercice. Chez vous, choisissez un texte d'une dizaine de lignes, composé d'environ une centaine de mots. Lisez-le une première fois à voix haute, en chronométrant le temps que vous mettez. Entraînez-vous ensuite à le lire de plus en plus lentement, sans pour autant en perdre le sens. Sans le rendre ennuyeux, chronométrez à chaque fois le temps réalisé. Il a été constaté qu'un débit de voix régulier et posé permet de lire un texte d'une centaine de mots en 40 ou 45 secondes. Essayez d'arriver à ce résultat. Deuxième exercice. Chez vous ou en voiture, utilisez une des petites présentations dont vous vous êtes déjà servi lors d'exercices précédents. Commencez par la développer très lentement. Prenez conscience des moments où vous pouvez respirer. Choisissez les mots ou les parties de phrases que vous souhaitez mettre en valeur. Évaluez à quel instant vous pouvez accélérer ou ralentir votre débit. Décidez des changements d'axe visuel. Puis, recommencez cette présentation en mettant vos choix en pratique. Encore une fois, ces principes peuvent s'appliquer aussi bien dans la sphère privée que dans le cadre de vos activités professionnelles.
Chapitre 3. Le soutien de l'intention. Menez votre propos jusqu'à son terme, tout en continuant à intéresser votre public, nécessite de soutenir en permanence l'intention qui le porte. Vous ne devez jamais relâcher le lien qui vous relie à votre auditoire. Votre implication doit être continue. L'énergie que vous mettez en œuvre peut être ponctuée par des silences, des temps d'arrêt. Mais, même si les mots s'interrompent, votre pensée, votre présence physique et votre regard poursuivent l'action et le sens des phrases. Le souffle, que nous avons travaillé précédemment, avec ses implications sur la présence vocale et l'articulation, est l'outil principal dont vous allez vous servir. Utilisant votre souffle, vous allez donner du souffle à votre propos. Voici plusieurs points à travailler pour y parvenir. Chaque phrase que vous prononcez doit exister depuis son début jusqu'à sa fin et s'enchaîner avec les autres dans un mouvement dynamique. Attaquez les phrases avec précision et force. Le public doit ressentir que votre pensée est présente d'entrée de jeu, que vous n'allez pas la chercher dans un endroit retiré de votre esprit. Prenons un exemple. Si vous attaquez vos phrases de la manière suivante: « Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle », l'auditoire ne va pas être immédiatement en contact avec votre message. Il peut même ressentir de la timidité de votre part. Maintenant, si vous dites « Bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle », vous imposez d'emblée l'attention, vous accrochez votre public. Ne laissez pas tomber la fin de vos phrases. Un point est une ponctuation dans le discours, pas son extinction. Vous avez certainement déjà entendu des orateurs qui ont ce défaut. Imaginons que j'ouvre une réunion de la manière suivante. L'occasion qui nous réunit est très importante. Je sais que chacun y a consacré beaucoup d'énergie. Nous nous sommes tous investis au maximum pour concrétiser ce projet. Vous constatez qu'en laissant tomber la fin des phrases, je rends mon propos ennuyeux et que si je continue ainsi, la salle va s'assoupir. En revanche, si je dis « L'occasion qui nous réunit est très importante. Je sais que chacun y a consacré beaucoup d'énergie. Nous nous sommes tous investis au maximum pour concrétiser ce projet. » Vous constatez qu'en dépit des points, je ne coupe pas l'énergie et le sens de mes propos, que je suis dans une dynamique active et continue. À chaque nouvelle phrase, à chaque respiration dans votre discours, réattaquez avec un niveau d'intensité vocale au moins égal au précédent. En parlant, vous gravissez des paliers jusqu'à l'aboutissement de votre pensée. Enchaîner en adoptant un ton plus faible donnerait à votre auditoire la sensation que vous êtes redescendu d'une marche. Premier exercice. Chez vous ou en voiture, entraînez-vous à gravir des paliers d'intensité dans l'intention. Reprenez le thème d'une des petites présentations que vous avez choisies au début de ce livre audio pour vous entraîner. Démarrez à un niveau moyen, puis attaquez chaque nouvel argument un ton au-dessus du précédent. Ne laissez pas retomber votre voix après chaque argument. Laissez le sens ouvert comme une promesse. Deuxième exercice. Pour vous exercer à supporter l'intention de vos arguments, amusez-vous sur une fable, un poème, le texte d'une chanson que vous connaissez par cœur si vous êtes en voiture, ou sur un texte que vous lirez si vous êtes chez vous, à rajouter la locution « mais oui » point d'exclamation à la fin de chaque phrase ou à chaque respiration. Par exemple, Maître Corbeau, sur un arbre perché, mais oui, tenait en son bec un fromage, mais oui. Maître Renard, par l'odeur alléchée, mais oui, lui tint à peu près ce langage, mais oui. Refaites l'exercice sans prononcer ce « mais oui » à voix haute, mais en y pensant simplement. Quatrième partie. Le langage gagnant.
Comme l'a écrit l'homme de lettres français du XVIIe siècle, Nicolas Boileau, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Les conseils qui suivent vont vous permettre de concrétiser cette définition particulièrement juste de l'art oratoire. Avant une prise de parole, que ce soit dans un cadre privé, public ou professionnel, vous vous fixez un objectif, celui de transmettre un certain nombre d'informations. Imaginez votre déception si, après avoir conclu, vous vous apercevez que vous avez oublié un point important. Avant toute chose, il est donc primordial de définir clairement ces informations et d'en établir un inventaire précis. Notez-les au besoin et mémorisez-les. Ce sont vos munitions. Ayez-les bien à votre disposition car elles constituent le squelette de votre intervention, la structure à partir de laquelle vous allez développer votre discours. Adaptez votre vocabulaire à votre public. Il ne sert à rien d'utiliser un langage trop technique devant des non-initiés. Employer des expressions adolescentes ou des références branchées pour s'exprimer dans un cadre sérieux sera contre-productif. Évitez les formules impersonnelles. Adressez-vous d'individu à individu. Revendiquez vos arguments. Évitez le « on ». Employez le « je » et le « vous ». Surveillez aussi vos tics de langage. Faites la chasse aux mots et aux sons parasites comme « donc »,« bon »,« alors »,« j'ai envie de dire »,« voilà »,« Répétez trop souvent, ils vont polluer votre discours et dégager une sensation d'hésitation et de malaise. Pour mettre en valeur un argument et vous assurer de sa bonne mémorisation, n'hésitez pas à le répéter au cours de votre intervention, pourquoi pas sous des formes différentes. Dans le choix des mots, recherchez la précision. Renoncez aux expressions et aux verbes passe-partout comme faire, laisser, passer, s'agir. Trouvez des synonymes qui s'approcheront au plus près de vos idées et les affineront. Recherchez également une formulation positive. Évitez les jugements brutaux, les affirmations péremptoires qui peuvent braquer vos interlocuteurs. Enfin, entraînez-vous à développer la fluidité de votre parole, vos facultés d'improvisation et de développement. Car selon le temps qui vous sera imparti, vous aurez à synthétiser ou à étendre votre propos. Essayez cet exercice. En voiture, dans un lieu public, observez une situation et décrivez-la, intérieurement ou à voix haute. Pour y parvenir, aidez-vous des questions suivantes. Quoi? Quelle est la situation? Décrivez l'événement. Où? Le lieu, l'environnement, la configuration de l'espace. Quand? L'heure, le moment, l'époque, la saison. Qui? Décrivez les personnes impliquées dans la situation, leur attitude, leur apparence. Comment? Que font exactement les acteurs de cette situation? Pourquoi? Imaginez les raisons qui ont créé cette situation, la motivation des intervenants. Recherchez la précision dans vos descriptions. Imaginez que vous décrivez cette scène à quelqu'un qui ne la voit pas. Insistez sur les détails, trouvez des mots explicites. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous acquerrez une plus grande agilité dans la manipulation du langage et des idées et développerez des facultés d'improvisation. Vous pouvez faire le même travail à partir d'une photographie prise dans un magazine ou, si vous êtes en voiture ou en bus, en observant une affiche publicitaire. Conclusion. Vous voilà à présent en possession des outils nécessaires pour réussir vos prises de parole en public. Vous arriverez à un résultat probant en pratiquant régulièrement les exercices qui vous sont proposés. Comme les sportifs, les acteurs ou les chanteurs, il est indispensable de vous entraîner. Grâce à cela,
vous développerez des automatismes et vous prendrez du plaisir à vous exprimer devant un auditoire tout en améliorant vos facultés de persuasion. Avant chacune de vos interventions, prenez le temps de répéter, de vous mettre en condition. N'hésitez pas à solliciter des amis, des collègues, votre famille, pour vous servir de public. Et surtout, ayez en mémoire les 8 règles d'or d'une prise de parole réussie. Première règle. Contrôler sa respiration. Deuxième règle. Être bien ancré dans son corps et dans le sol. Troisième règle. Prendre possession de l'auditoire par le regard. Quatrième règle. Être en position d'ouverture vers le public, grâce à des gestes amples et au sourire. Cinquième règle. Trouver le juste niveau sonore en fonction de l'auditoire et de la salle. Sixième règle. Prendre son temps pour imposer ses arguments. Septième règle. Animer son discours grâce aux respirations, au regard et aux différences de rythme. Huitième règle. Être précis dans son élocution et dans son langage. Je vous conseille également d'entretenir votre savoir-faire en étant à tout moment un auditeur et un spectateur actif. Observez les présentateurs de télévision, les animateurs radio, les hommes politiques, les comédiens. Repérez leurs défauts, leurs tics. Identifiez leurs techniques, leurs qualités. Et rapportez ces observations à votre propre pratique. Bon travail et bonne prise de parole. Bonus. Training express avant une prise de parole. Si cela vous est possible, isolez-vous quelques instants. Assis ou debout, contrôlez votre respiration. Pendant 1 ou 2 minutes, une main sur l'abdomen, l'autre au-dessus du sacrum. Inspirez sur 2 temps, expirez sur 4 temps. Puis, évacuez vos tensions. Sur l'inspiration, contractez un membre en le chargeant de votre trach et relâchez-le brusquement. Faites-le plusieurs fois. Stimulez votre articulation en articulant exagérément les lettres U et X jusqu'à sentir vos lèvres et vos joues bien actives. Ensuite, bâillez largement plusieurs fois pour décontracter votre larynx, puis, épaules lâchées, buste ouvert, chauffez votre voix sur les syllabes gna, gné, gni, gno, gnu, puis mia, mie, mio, miu. Enfin, souriez durant 10 ou 20 secondes, puis faites une grimace triste. Recommencez cette action 2 ou 3 fois.